Philippe Liorey, on est très content de vous recevoir aujourd'hui pour l'entretien de la rédaction, l'entretien de la vie ouvrière. Vous êtes scénariste, vous êtes réalisateur, producteur, et on vous rencontre au sujet de votre dernier film, 16 ans, dont je vous propose qu'on regarde la bande-annonce et on se retrouve après pour en parler. D'accord. Tu vas te faire mal aux yeux à regarder les gens comme ça. C'est pas les gens que je regarde. C'est Nora ton prénom, c'est ça? Léo, moi. Tu serais pas Bélier par hasard? Pourquoi? Parce que tu lâches pas. Tu sais qui c'est lui? C'est le fils du directeur de l'hyper. Son connard de père, il m'a viré. Putain, mais t'as fait quoi encore? Tu traînes plus avec lui, point final. Pareil, t'as viré un type à l'hyper? Parce qu'il a piqué une bouteille. Et on vire quelqu'un pour ça? C'était qui les autres? Des crétins qui t'ont dit que ça serait une grande idée d'aller tout péter pour te venger, c'est ça? Je me suis pas vengé, je vous dis. Léo? Bon, ok, 100 balles. Arrête, ça va pas ou quoi? À ton âge, on fait pas ça. Une fille, ça fait pas ça. C'est la honte, ça. Jamais je te le pardonnerai, ça. Mon père sait que je suis allée chez toi, il faut plus qu'on nous voit ensemble, je t'expliquerai. C'est toi qui la surveille. Moi, je te dis que tu me pètes les couilles, ça te va comme ça? Puisqu'on peut pas te faire confiance, tu sors plus. Parce que tu te prends pour une femme, tu vas en mettre une maintenant. Putain, lui aussi, je quitte le lycée, je remettrai plus les pieds. J'ai rendez-vous au centre d'action sociale jeudi soir. Vous voulez pas venir avec moi? Faut pas l'empêcher d'aller au lycée, monsieur. C'est moi, j'y retournerai plus. T'as assez fait de mal comme ça. Vous n'avez pas été amoureux, c'est dans vous. Le film sort le 4 janvier. Ouais. Ok. Donc, le 4 janvier, 16 ans sort. Qu'est-ce qui vous a guidé? D'où est née l'idée de ce film? Elle est née il y a longtemps, l'idée. Elle est née, c'est drôle parce que c'est revenu par bribes, tout ça. Parce que plein de gens m'ont posé la question pendant les avant-premières et c'est revenu d'un coup. Pendant que je tournais Je vais bien, ne t'en fais pas, on tournait dans un lycée, dans le 91. Et tous les soirs, je retournais, après le tournage, je récupérais ma voiture et je passais devant un abribus où il y avait un jeune couple qui se serrait dans les bras très fort et qui pleurait tout le temps. Et le premier soir, je vois ça, le deuxième soir, le troisième soir, ils étaient toujours là. Le bus arrive, la fille, elle monte dedans, elle s'en va, lui, il reste là et pleurait. Et un prof me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux familles, mais il y a eu un gros bazar. Et en fait, elle a interdiction de fréquenter ce garçon. Dès qu'elle sort du lycée, il faut qu'elle rentre chez elle. Voilà, ils étaient en seconde, ils avaient 16 ans, quoi. Bon, je suis rentré chez moi en me disant, tiens, c'est marrant, ça me rappelle quand même les Capulet et les Montaigu, qu'empêchaient les deux Roméo et Juliette de se fréquenter, les deux familles rivales. Et puis, c'est resté comme ça. Je suis allé faire, donc Je vais bien, j'ai fini ce film, après ça j'ai fait Welcome, après ça j'ai fait Toutes nos envies, après ça j'ai été faire un film télé pour Arte. Paris-Brest. Et pendant que je tournais Paris-Brest, cette histoire m'est revenue. Je me suis dit, mais en fait, les Capulet et les Montaigu, on n'a jamais su pourquoi ces familles étaient rivales. Qu'est-ce qui s'était passé? Shakespeare, il ne le dit pas. C'était des familles rivales qui se battaient à l'épée à tous les coins de rue. Parce que ça, c'est notable. Dans votre film, les familles deviennent ennemies. Elles ne le sont pas encore, alors que chez Shakespeare, c'est le cas. Oui, elles deviennent... On ne peut pas dire qu'elles deviennent ennemies, enfin, c'est pas les familles qui deviennent ennemies. C'est le frère de Nora qui travaille à l'hypermarché du coin, qui est accusé d'avoir volé, c'est la foire au vin. Voilà, dans une vitrine, il y a l'épinard qui coûte une fortune, et donc il en manque une bouteille. Alors Margot à 500 € la bouteille. Il est qui a disparu, c'est lui. Est-ce que c'est lui? Mais comme il y aurait déjà eu des histoires avec autre chose, il s'entend pas avec le chef de rayon, visiblement. Il y a un fond de racisme là-dedans. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Bref, il l'emmène chez le DRH, il s'engueule. Et le DG, le directeur du magasin passe par là et il les entend qui s'engueulent, quoi. Lui, Tarek,
il n'a pas envie d'être accusé à tort, soi-disant. Et donc il traite le chef de rayon d'enfoiré, quoi. Le directeur du magasin entend ça. Il ne peut pas laisser passer ça, parce que voilà, ils travaillent ensemble. Il ne peut pas laisser, ils vont s'engueuler tout le temps, quoi. Donc il faut qu'il les sépare. Et pour les séparer, le seul moyen, c'est d'en virer un. Et celui qu'on vire, c'est celui qui est en CDD et pas en CDI, évidemment. En plus, il est probablement encore à l'essai. On le vire sur le champ. Votre histoire commence dans le monde du travail. Dans le monde du travail, parce qu'en fait le directeur de l'hypermarché, c'est le père de Nora. C'est le père. Et Tarek, c'est le frère de Nora. C'est le père de Léo, le père pardon. de Léo. Et Tarek est le frère, de Nora. Et le frère de Nora se fait virer par le père de Léo. Voilà. Et ce monde du travail, là, il est très précaire, ce monde du travail, et très violent. Il est précaire pour tout le monde, en plus. C'est ce qu'on va découvrir dans le film et dans son développement. C'est que ce qui se passe... ce que le père de Léo fait à Tarek, ça va lui retomber dessus, à lui aussi. À lui aussi. Personne n'échappe à la logique. Personne. Il faut... Et cette précarité du travail, là... montre les gens les uns contre les autres. Je l'ai vécu, moi, personnellement. En fait, j'ai rien inventé dans le film. J'ai vu ça. Je l'ai lu, je l'ai vu, je l'ai senti à droite à gauche, cette espèce de tension, là. Et de peur aussi. Moi, le monde du travail, je l'ai fréquenté une époque, pas une autre branche que celle du cinéma. Et j'ai vu la peur de la précarité chez les gens qui durcissent et qui se mettent à faire des trucs improbables, quoi. En tout cas, c'était pour vous une évidence de situer le début de cette affaire dans le monde du travail, avec sa précarité et sa violence, et aussi de situer l'action en banlieue parisienne, où il y a et les HLM et les quartiers plus résidentiels. Bah oui, en fait, quand je tournais Je veux bien, ne t'en fais pas, on tournait à Vigneux, là-bas, et effectivement, c'était petit centre historique, gros lycée. Oui. Et à un bout de la rue, il y avait la Cité, la Croix-Blanche, et à l'autre, il y avait les boucles de la Seine avec les maisons d'architectes. Et les gamins des maisons d'architectes et les gamins de la Croix-Blanche, ils allaient dans le même lycée. Voilà, et c'était un peu un décor qui était posé où, dans cet endroit, les gens... Et en plus, 16 ans, c'est l'âge de tous les possibles, et c'est surtout l'âge où on se fout complètement des différences sociales et culturelles. Quand on se rencontre et qu'on se tombe amoureux l'un de l'autre, tout ça n'a absolument aucune importance. En tout cas, vos personnages sont totalement étrangers à tout ça. Oui, mais je pense que c'est pas que mes personnages, je pense que c'est souvent Je pense que 16 ans, c'est pas l'âge où on s'intéresse à ça, et heureusement qu'il y en a un âge où on s'en fout de toutes ces différences. Alors, à ceci près que dans le film, il est précisé que justement Léo se retrouve à l'école publique parce qu'il s'est fait virer de son école privée. Oui. Il rejette, comme s'il y avait déjà chez lui un petit peu un rejet du modèle familial. Il trouve cette maison, cette nouvelle maison un peu trop chic. Un peu trop chic. Bon. La vie de ses parents un peu trop chic aussi. Et il trouve que l'école privée, le lycée privé où on le mettait, c'était pas le vrai monde. Il avait envie d'aller dans le vrai monde, quoi. Oui. Et je l'ai vécu ça, donc je sais ce que c'est. D'accord. Oui. C'est donc, j'allais vous poser la question d'après, c'était sur ce monde du travail et sur cette expérience en famille, sur cette expérience de quand on a 16 ans. Vous vous êtes inspiré de votre propre histoire. On va piocher dans tout ce qu'on connaît de notre vie, évidemment. Ouais. Et je sais que, pour moi, une des choses les plus violentes qu'il y a dans ce film, c'est le père de Léo qui dit à son fils, il y a peut-être d'autres gens à fréquenter que ceux de la Croix-Blanche. Moi, ça, on me l'a dit. C'était pas la Croix-Blanche en l'occurrence, mais c'était autre chose. Mais il y a peut-être d'autres gens à fréquenter que... Et pourquoi, ou non de quoi? Vous fréquentiez avec les basses classes sociales? J'étais pas d'une très haute classe sociale non plus, mais pour mon père, c'était déjà suffisamment... la différence, la marche était trop grande déjà. On veut que ces enfants s'élèvent? Oui, parce que comme si on avait peur que la précarité soit contagieuse. C'est un truc bizarre quand même.
Ça, c'est chez les gens qui sont plus ou moins nantis. Et chez ceux qui ne le sont pas, on se réfugie derrière autre chose, derrière l'honneur, derrière des choses qui n'ont pas de prix, qui ne se monnaient pas. Alors justement, la famille de Nora, donc pour revenir sur le film, vous situez les deux familles donc avec des classes sociales différentes. Donc les parents de Léo sont plutôt bourgeois, les parents de Nora sont plutôt des ouvriers, des employés. Ils n'habitent pas au même endroit déjà, ils n'ont pas les mêmes moyens, visiblement, et puis surtout culturellement, c'est pas le même monde non plus. C'est pas le même monde non plus culturellement. Donc vous jouez sur ces inégalités sociales. On peut dire, ces différences, quoi. Ouais, pour vous, c'était une évidence de les situer comme ça, de situer la distance entre les deux familles, même si elles ne sont pas ennemies. Alors, je suis parti là-dessus, évidemment, et je continue à défendre ce point de vue. Mais en le faisant, je me suis rendu compte que si Shakespeare, en 1587, n'avait pas fouillé, justement, les différences entre les Capulet et les Montaigu, c'est parce que c'est pas du tout ce que sa pièce racontait. Sa pièce, elle racontait, et je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure de l'écriture, et surtout quand je l'ai tournée, que le sujet, c'est justement que ça n'a aucune importance pour les gamins, et qu'ils s'en foutent complètement de tout ça. Donc, évidemment que c'était bien de les montrer, ces différences, c'était bien de situer l'histoire avec cette épée de Damoclès au-dessus d'eux, mais ils s'en foutent tellement que ça pourrait être n'importe quoi, ça serait la même chose. Et c'est ça le sujet du film. C'est qu'à 16 ans, c'est l'âge où on découvre ce qu'on est capable de faire par amour. Et ça, c'est bien plus costaud que tout le reste. Vous filmez en fait un amour pur et indestructible au milieu d'un engrenage infernal. Ouais, probablement. Ouais. Du coup, pour vous, c'était une évidence. Alors donc aujourd'hui, Roméo et Juliette s'appellent Léo et Nora. C'était une évidence. Qui s'appelle comme ça? Oui. Ou non, c'est des prénoms qui sont venus en côtoyant une Nora et un Léo. Et un Léo, d'accord. Vous les avez appelés 16 ans. C'est-à-dire que vous n'avez pas appelé votre film par les prénoms des personnages ou par, comme les Américains ont fait l'adaptation de West Side Story. Oui, mais moi, c'est pas une adaptation pure et dure, puisque franchement, j'ai jamais relu Roméo et Juliette, que je n'ai jamais lu d'ailleurs, que j'ai vu au théâtre, mais que je n'ai jamais lu, mais je ne l'ai jamais rouvert. C'est une pièce qui est tellement emblématique qu'il n'y avait pas besoin de la relire. Il y avait 2-3 passages obligés, comme c'est presque un gag, mais il y a la scène du balcon aussi qui existe là-dedans, avec des SMS, parce qu'elle est au 18e étage. Elle est dans le film, cette scène du balcon. Film, oui. Vous avez filmé cet amour pur et dur au milieu de cet engrenage infernal et que vous n'avez pas coupé à certains classiques comme la scène du balcon. Mais pour vous, il y avait cette idée de filmer cet amour-là quand on a 16 ans et qu'on découvre la puissance de l'amour. Ah oui. Ça, c'est vraiment ça que le film raconte. Et tout le reste ne sert qu'à ça, en fait. Et pourtant, cette histoire d'amour, vous la filmez avec beaucoup d'ellipses. Vous la filmez avec comme ça, très légèrement. Vous la suggérez plus que vous la filmez vraiment. C'était un parti pris? C'est le parti pris de la pudeur des sentiments et de leur pudeur des sentiments à eux et de tout ce qu'on se dit avec les yeux et de tout ce qu'on se dit sans rien se dire surtout, et de cette espèce d'échange de phéromones qu'il peut y avoir entre un garçon de 16 ans et une fille de 16 ans quand d'un seul coup on se rend compte mais chimiquement, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Moi, ça m'a toujours fasciné. En fait, si je raconte toute cette histoire d'un point de vue social et culturel, c'est pour en arriver à cet échange de phéromones qui est complètement incroyable, quoi. Alors évidemment, quand on dit qu'on fait un film qui parle de ça, on se dit, oui, c'est un peu... On a déjà vu ça. Ça fait 2000 ans qu'on raconte des histoires, je pense qu'on en raconte 15, et que ce qui change à chaque fois, c'est la façon de les raconter.
Alors, on approche de la fin de notre entretien. Dans vos films, il y a toujours voilà, l'aspiration individuelle, la première cellule qui est souvent quand même celle d'un certain enfermement, celui de la famille, la cellule de la famille. Et puis ensuite, il y a ce portrait de société où les tensions ne vous échappent jamais. C'est une constante de votre cinéma? Ah ça je sais pas, je sais que la famille de toute façon c'est le lieu de toutes les dramaturgies, c'est là que tout se cristallise, tout se noue, tout se... Ah oui, si on repart, toutes les tragédies grecques se situent au sein de la famille. Et puis le caractère social qu'on peut trouver dans mes films, c'est pas systématique, hein. Je vais bien, ne t'en fais pas, il n'y a pas tellement de caractère social. Non, mais il y a le désir d'émancipation. Ah, mais bien sûr, oui, qui toujours. Est contrarié, bien sûr. Qui suggère, enfin voilà, qui bien passe sûr. par une Non, certaine il y a une violence. quête, toujours, voilà. Après, je sais pas, mes films ont sûrement à voir les uns avec les autres, puisque c'est moi qui les fais. Donc. Philippe Luret, merci beaucoup d'être venu merci, évoquer 16 ans avec nous, qui sort le 4 janvier. Le 4 janvier. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.